Erev Tov, Bruchim Abaim sur Yeshiva Zoom, Sage Online. C'est toujours un immense plaisir d'être avec vous en ce moment, le mercredi soir, pour étudier un sujet de la paracha et découvrir les secrets de la Torah. Yehi Ratzon, face à Kadosh Baruch Hu, nous sommes à la veille de Rosh Chodesh Nissan. Dans une semaine, c'est Rosh Chodesh Nissan. Rosh Chodesh Nissan qui arrive, il faut se préparer à ce grand mois de la Géoula. Selon une opinion dans la Gemara, je crois que c'est Rabbi Yoshua, c'est le mois de la création du monde, c'est le mois de la Géoula. Nous sommes encore dans Adar Sheni, et comme la Gemara elle dit, Adar, c'est un mois de Géoula, Nissan, c'est un mois de Géoula, il faut coller ces deux mois, Nissan, Adar et Nissan. Alors Yehi Ratzon que se réalise pour chacun, individuellement, et pour le Ham Israël, la Géoula, la plus totale, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Je voudrais étudier avec vous ce soir la paracha de Shemini. Nous sommes Shemini, parachat Shemini, parachat Achodesh. Et justement, cette deuxième paracha de Achodesh qui va nous parler du mois de Nissan et de la préparation à la fête de Pessah, parce que nous allons parler du Korban Pessah. La fête de Pessah tourne beaucoup autour du Chametz. On va dire que le Chametz, c'est une notion importante qui se joue sur 7 jours, 8 jours en Chutz La'aretz, mais on va l'intégrer dans les lois de la Kashrut. On doit faire attention à Pessah de ce qu'on mange. Il faut que ce qu'on consomme soit strictement kasher les Pessah. On n'achète aucun produit à l'extérieur. Il y a des listes qui autorisent certains produits, mais le mieux c'est d'acheter uniquement des produits certifiés kasher les Pessah, c'est-à-dire que les rabbanim, les dayanim vont dans les usines pour assurer qu'il n'y a pas de problème de chametz. Les produits d'aujourd'hui sont composés d'une multitude de composantes, et même lorsqu'on achète des haricots verts ou des petits pois en surgelé, il faut s'assurer qu'ils soient kasher toute l'année, et encore plus à Pessah. Chametz, c'est une mitzvah importante de la Torah qui s'inscrit dans les nombreuses lois de la Kashrut. Et la paracha de cette semaine nous parle des lois de la Kashrut, puisque notamment elle nous parle des animaux domestiques, les behemoths, des animaux sauvages, la chaya, des oiseaux, les rofotes, des dagim, les poissons, et des shratzim, et des reptiles qu'on a le droit, et ceux qu'on n'a pas le droit de consommer. Chaque animal, soit-il, doit répondre à des critères extrêmement stricts des mitzvot, des nombreuses mitzvot de la Torah. Même manger une salade, il faut faire attention, parce que dans les salades, il y a des petites bestioles, etc. Donc les lois de la Kashrut sont immenses. C'est vraiment, les lois de la Kashrut sont tellement immenses, tellement riches, que c'est le rempart du judaïsme. Et nous allons étudier ce soir un Rambam, que nous essaierons de développer ensemble, une idée sensationnelle, qui tourne autour des lois de la Kashrut. Alors le Rambam Maïmonide se trouve dans Ilchot Deot, donc dans le premier livre de la Halacha, dans Sefer Hamada, et le Rambam écrit quelque chose d'exceptionnel. Au chapitre 4, Perek Dalet, Halacha, pardon, j'ai pas pris le bon, Perek Dalet, Halacha Tedvav. Je voudrais étudier avec vous une halacha dans le Rambam. Le Rambam écrit, Perek Dalet halacha Tedvav. Rov acholaim, abaim ala adam. La majorité des maladies qui surgissent, qui viennent à l'homme, enan, ela, o mipene ma'achalim raim, soit parce que l'homme consomme des aliments littéralement mauvais, c'est-à-dire des aliments qui ont un effet négatif sur le corps, ce qui va générer des maladies, ou mipne sheumemale bitno veochel achila gasa afilu mima'achalim tovim, ou bien lorsque l'homme remplit son ventre et consomme une consommation grossière, achila gasa, il se gave, même
d'aliments qui sont bons. Donc le Rambam nous dit quelque chose d'incroyable. Une surconsommation d'aliments qui ne sont pas mauvais en soi. Vous voulez manger des carottes, vous voulez manger de la viande, vous voulez manger du fromage, des ma'achalim tovim. Ces ma'achalim tovim, ici il ne parle pas de kasher et non kasher. Il parle d'aliments qui sont bons pour le corps humain et d'aliments qui sont mauvais pour le corps humain. Eh bien, celui qui surconsomme des bons aliments, ça génère des maladies, quelles qu'elles soient, intestinales ou autres. Ou bien celui qui consomme des aliments mauvais, des aliments qui ne sont pas bons pour le corps. Il y a des aliments qu'il ne faut pas abuser ou qu'il faut voir éviter. Lorsque j'étais chez le médecin le mois dernier, il m'a dit certains aliments, il faut arrêter. Il faut arrêter. Et aujourd'hui, avec les produits manufacturés, il y a tellement de produits chimiques ou autres dans ce que nous achetons, eh bien, le Rambam dit, il y a des produits qui sont nocifs pour le corps. La majorité des maladies, c'est incroyable ce qu'écrit ici le Rambam, Rov HaCholaim, la majorité des aliments, des maladies qui surgissent en l'homme, soit c'est parce qu'il a consommé des aliments qui sont nocifs pour le corps, soit il a consommé des aliments qui ne sont pas nocifs, mais toutefois, il en a trop consommé. Il a surconsommation. En vérité, le Rambam, dans ce chapitre, 4e chapitre, nous dit, je vais commencer le début de la Halacha Aleph, il dit le Rambam, Oil veyot aguf bari veshalem midarke Hashem hu. D'avoir un corps sain et en bonne santé, il écrit quelque chose d'incroyable, cela fait partie des voies divines, midarke Hashem hu. Et donc, le Rambam, sur tout ce chapitre, il va donner des halachot, des conseils concernant notre alimentation. C'est incroyable que le Rambam, dans la halacha, nous écrit ce qui est bon. Il va parler du miel, il va parler du vin, il va parler de la volaille, des aliments chauds et des aliments froids, des raisins, des figues, etc. Il y a tous ces conseils du Rambam concernant l'alimentation. Dans cette halakha que nous avons lue, la halakha 15, où le Rambam nous dit donc la majorité des maladies viennent soit parce qu'on a consommé un aliment qui n'est pas bon pour le corps, ma'achalim ra'im, soit une surconsommation même d'aliments convenables. Regardez ce qu'il écrit après, quelque chose d'incroyable. Hu sheshlomo omer bechochmato. Ceci s'inscrit dans ce que le roi Shlomo HaMelech a dit bechochmato, par sa chochma. Shomer piv ou le shono, shomer mitzarot nafsho. Celui qui sait garder sa bouche et sa langue, il se préserve des maux à UX, des tsarot, de son nefesh, de son être. Donc, le Rambam, qui nous dit somme toute quelque chose de logique, ne mange pas trop, c'est pas bon pour le corps, ou ne mange pas d'aliments nocifs, négatifs, il a trouvé une source dans la chorma de Shlomo HaMelech, qui nous dit garde ta bouche et ta langue. Celui qui garde sa bouche et sa langue, il se protège de bien des maux. Shomer mitzarot nafsho. Il continue le Rambam et il va nous expliquer le pasouk. Parce que la première question, avant de poursuivre le Rambam, la première question c'est, a-t-on besoin de la chorma, qui plus est de Shlomo HaMelech, pour nous dire cette halakha qui nous paraît si évidente? Celui qui mange trop de chocolat, il a mal au ventre. A-t-on besoin de Shlomo HaMelech pour entendre cela?
A-t-on besoin de la chorma de Shlomo Amelech pour entendre qu'une surconsommation de vin ou de tout autre aliment est nuisible pour le corps et génère des maladies? A-t-on besoin de cette chorma de Shlomo Amelech pour nous dire une évidence? Quel est le chidouche de Shlomo Amelech? Le Rambam explique, Kelomar, voici le sens du verset. Shomer piv mileechol ma'achal ra, celui qui protège sa bouche de consommer des aliments nocifs, mauvais. De même, au milisboa, celui qui fait attention de ne pas se gaver, de ne pas se rassasier jusqu'à ce qu'il n'en peut plus. Et là, le Rambam rajoute 4 mots. Veleshono miledaber ela bitzrachav. Regardez bien. Shlomo Amelech, il nous parle de garder sa bouche et sa langue. Celui qui sait garder piv ou le shono, alors il se protège de bien des maux. C'est quoi garder sa bouche? Et c'est quoi garder sa langue? Il nous dit le Rambam, garder sa bouche, c'est-à-dire fais attention à ce que tu manges et comment tu manges. Et c'est quoi garder sa langue? Ça veut dire qu'il ne faut pas parler plus que ce qui est nécessaire de parler. Est-ce que c'est clair, Moray Rabotai? Alors, première question, comme j'ai dit, c'est quoi le chidouche de Shlomo Amelech? Shlomo Amelech nous dit, fais attention à ce que tu manges. Bon, je ne comprends pas la chorma de Shlomo Amelech. Si c'est pour nous dire ça, on n'a même pas besoin de faire des études de médecine ou d'être nutritionniste pour nous dire attention à ce qu'on mange. Deuxième question, c'est pourquoi le Rambam, il nous parle ici, dans ces 4 derniers mots, où les shonom il est daber et la mitzrachav. Garder sa bouche de ne parler seulement quand c'est nécessaire. Mais on n'est pas ici dans des halachot qui concernent la parole. Nous sommes dans des halachot qui concernent la consommation. D'ailleurs, le Rambam va nous parler des halachot concernant la parole au 2e chapitre, c'est-à-dire qu'il y a 2 chapitres en arrière. Léolam, Yarbe Adam Bishtika, Velo Yedaber Ela O Bidivre Chochma, O Bidvarim Shetzachlaim Lechere Gufo, etc. Donc, au 2e chapitre de Deot, le Rambam nous parle des halachot de la parole. Au 4e chapitre, il nous parle des halachot de la consommation. Et lorsqu'il nous parle de l'alimentation, il nous parle aussi de la parole. Pourquoi le Rambam a besoin ici de nous parler de la parole, de la faculté de la parole? Posons une dernière question. Et c'est ça le chidouche en vérité que le Rambam met en avant. La faculté de la parole et l'activité de l'alimentation, de la consommation, passent par le même organe qui s'appelle la bouche. Avec chaque organe, on ne mange pas qu'avec sa bouche. Ah, intéressant. On mange aussi avec les yeux, c'est ça que vous voulez dire, par exemple, ou bien tout le système depuis l'œsophage, l'intestin, le foie, etc. Je n'ai pas dit qu'on mange qu'avec sa bouche. Avec les émotions aussi, intéressant. Il n'y a pas que le corps. Il y a aussi ses émotions, ses ressentis, effectivement. Mais en tout cas, toutes les émotions qu'on peut mettre dans la nourriture, à un moment donné, il faut que ça traverse, il faut que ça passe par la bouche. Alors, chaque organe du corps, on ne parle pas qu'avec sa bouche. C'est juste. Je n'ai pas dit que c'est juste. Non, on parle qu'avec la bouche. Ça veut dire,
tout ce que vous allez dire, on parle avec le cœur, l'esprit, etc., les émotions, les ressentis, mais celui qui est muet, il va avoir des difficultés, il va falloir lui apprendre un autre langage. La parole, la bouche, c'est l'organe de la parole, avec, bien évidemment, vous avez raison, tous les éléments qui vont faire que la bouche parle. Mais c'est la bouche qui parle. Comme Pessah. Pessah, c'est-à-dire Pessah, la bouche qui parle. Donc, chaque organe du corps a plusieurs fonctions. Les lunettes, c'est pour... Pardon, les oreilles, c'est pour entendre, mais c'est aussi pour tenir les lunettes. Un petit exemple. Bidon, c'est vrai. Ça me gêne pas. Et ça fait partie de la chorma divine de la création de l'être humain. Chaque organe du corps, chaque membre du corps, l'homme est un être parlant. C'est juste. Mais il faut une bouche pour parler. On ne parle pas qu'avec la bouche, mais il faut une bouche. Donc, que chaque organe ou membre du corps ait plusieurs fonctions, ça ne me gêne pas. Au contraire, c'est intéressant. Akadosh Baruch Hu, dans sa chorma, comme on dit dans la bracha de Asher Yatzar, la chorma divine, c'est qu'un membre, un organe, chaque partie du corps peut être multifonction. Mais ce qui est intéressant, c'est d'analyser les fonctions, les différentes fonctions de chaque organe, de chaque membre, et du point commun qu'il y a entre les fonctions. Vous prenez par exemple aujourd'hui un téléphone portable. Un téléphone portable est multifonctionnel. Il y a aussi des appareils comme le Ninja, le Kukeo, etc. Il existe aujourd'hui, dans un appareil, qui est donc par exemple le téléphone, dont sa fonction c'est de parler, de communiquer, de rentrer en contact, eh bien aujourd'hui on a inventé le smartphone, l'iPhone, etc. Et il va devenir multifonction. Avec un téléphone, on peut faire plein de choses. J'ai eu une chéla intéressante la semaine dernière. Là, il peut ouvrir la porte de son immeuble à travers l'application de son téléphone. C'est que comme ça qu'il peut ouvrir la porte de l'immeuble. Il m'a posé la question pour Shabbat, etc. Alors aujourd'hui, avec un téléphone, on peut envoyer des colis, on peut faire des transactions financières, bien sûr, on peut jouer, on peut faire mille et une choses. Donc, le concept de multifonction existe. Ça ne me gêne pas. Ce qui est intéressant, et c'est ça la différence entre la chorma d'Hachem et la chorma des hommes, c'est qu'en vérité, entre chaque application du téléphone, il n'y a pas de rapport. C'est entre le téléphone et la calculatrice, ou le téléphone et le jeu, etc., il n'y a pas de rapport. On a réussi à réunir une quantité importante d'applications dans un téléphone. Mais entre les applications et le téléphone, il n'y a pas de rapport. Quand je téléphone, je n'ai pas besoin d'aller sur la calculatrice. Or, dans le corps humain, il est intéressant d'analyser, on ne va pas le faire dans la totalité bien évidemment, c'est un long travail mais très intéressant, c'est de trouver le rapport qu'il y a entre les fonctions différentes qui sont opérées par le même organe ou le même membre. C'est-à-dire que si, avec mes yeux, je peux faire plein de choses, il faut trouver un rapport entre toutes les choses dont les yeux sont capables de faire. Si avec ma main, je peux faire plusieurs actions, plusieurs applications dans les mots d'aujourd'hui, eh bien, il faut trouver un rapport entre toutes les applications que ma main peut faire. Et ainsi de suite dans le corps humain. Est-ce que c'est clair, Morav et Rabotai? Donc, lorsque le Rambam nous dit, pour expliquer, je dis comme ça, vous prenez, en informatique, c'est la notion d'intégration entre les applications et autres. Alors, ce que vous dites, je vais reprendre ce que dit M. Meyer, vous dites que les applications, elles ont une interaction. C'est très intéressant, merci de me le dire, mais encore une fois, intégration, c'est pas le mot, je l'ai mal dit, pardon, intégration, très bien. Mais, sur Windows, ou Word, ou Pack, ou Mac, ou ce que vous voulez,
On a réussi, je pense, je ne m'y connais pas du tout dans l'informatique, je ne peux pas me lancer dans ça. On a réussi à réunir différentes fonctions sur le même bouton de l'ordinateur, pour être très simple. Mais les actions que peut faire le même bouton n'ont pas de rapport entre elles. Est-ce que c'est clair? Si vous voulez, je vais le faire dans le Limoud ici, dans le Rambam. Le Rambam nous dit, c'est clair, le Rambam nous dit que la bouche, elle a deux fonctions. Au moins, il y a plein de fonctions avec la bouche. Mais ici, dans le Rambam, nous voyons que dans la bouche, il y a deux actions. La bouche parle, c'est le dibour, et la bouche mange. Il y a ce qui sort de la bouche, la parole, il y a ce qui rentre dans la bouche, l'alimentation. Apparemment, je le dis en interrogatif, on va le dire dans quelques instants en affirmatif, apparemment, il n'y a pas de rapport entre ce que nous consommons, entre notre alimentation, et entre ce que nous parlons. C'est-à-dire manger et parler, ce sont deux actions différentes. C'est les chats dehors? Oui, c'est les chats. J'entendais du bruit, c'est les chats dehors. Entre parler, ma manière de manger influe ma parole ou à l'inverse. Justement, c'est là où je veux en arriver. Si le Rambam... Alors, on va le dire d'abord en interrogatif. Excusez-moi, c'est un peu technique. La bouche, avec la bouche, nous parlons. Avec la bouche, nous consommons, nous mangeons. Apparemment, parler et manger sont deux actions qui n'ont pas de rapport. D'ailleurs, quand on mange, on ne peut pas parler, quand on parle, on ne peut pas manger. C'était une petite parenthèse. Il n'y a pas de rapport apparent entre manger et parler. C'est le même organe qui a deux fonctions, mais il n'y a pas de lien entre les fonctions. Or, si Akadosh Baruch Hu Ishtabach Shemo, il a fait que nous parlons par le même organe que nous consommons, et il a fait que par le même organe que nous mangeons, nous parlons, c'est qu'il y a un rapport entre parler et manger, et c'est ça que je cherche avec vous ce soir. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas fait qu'on parle avec les oreilles, parce que l'oreille, c'est pour entendre. Donc, entendre et parler, ce sont deux actions, deux fonctions, qui n'ont pas de point commun. Alors, Hachem, il les a pas mis dans l'oreille. Et ainsi de suite dans tous les autres organes du corps. Tous les autres membres et organes du corps. Si Akadosh Baruch Hu, il a fait que par notre bouche, nous parlons et nous mangeons, c'est qu'il y a un rapport entre la parole, entre parler et manger. Est-ce que c'est plus clair? Est-ce que c'est plus clair? C'est pas fortuit, Kaviachol, que Akadosh Baruch Hu, c'est clair. Chazakoubaou, merci. Si c'est pas clair, il faut pas hésiter. Alors, puisque la question que nous avons demandée, avec plaisir, puisque la question que nous avons demandée, c'est quelle est la chorma de Shlomo HaMelech? Shlomo HaMelech, il n'est pas venu nous dire, fais attention à ce que tu manges. J'ai pas besoin de Shlomo HaMelech pour apprendre ça. Un enfant, il sait, quand il a mangé trop de chocolat ou trop de bonbons, il a mal au ventre. Tout seul, il a découvert que quand tu manges trop, t'as mal au ventre. Donc, Shlomo HaMelech n'est pas en train de nous dire, par sa grande chorma, qu'il faut faire attention comment on mange et qu'est-ce qu'on mange. Si le Rambam, lorsqu'il explique le pasouk de Shlomo HaMelech, il comprend que Shlomo HaMelech, il parle de deux fonctions du même organe. En d'autres termes, Shlomo HaMelech nous dit, voilà la puissance profonde du Rambam, c'est que Shlomo HaMelech nous dit, fais attention à ce que tu manges et à ce que tu parles. Celui qui sait faire attention à sa parole et à son manger, il se protège de bien des maux. Mais plus que ça encore. Shlomo HaMelech, enfin je le lis comme ça dans le Rambam, il vient nous dire que ce qu'on mange est lié à notre parole ou notre parole à notre consommation, comme vous dites Madame Bocara, et exactement on va aller dans ce sens. Il y a un lien, il y a comme dit la Gemara, un tzadachevé, il y a un point commun entre la achila, la consommation de nos aliments, et notre faculté de parler. Manger et parler, ce sont deux verbes qui sont liés. Est-ce que c'est clair, Mouravi Rabotai? C'est ça le chidouche.
Ça veut dire, merci, ça veut dire donc que l'alimentation, ce qu'on introduit dans la bouche, et le dibour, la parole, ce qu'on sort de notre bouche, ce qu'on exprime de notre bouche, sont liés. Et peut-être même, puisque le Rambam les a écrits dans ce sens, alors on va aller dans un des deux sens que vous avez proposé, Madame Bokhara, c'est que ce que nous mangeons, notre nourriture, influe sur notre faculté de parler. Et c'est pour cela que le Rambam, c'est dans Perek Dalet, où il parle des halachot, de l'alimentation, qui nous parle de la parole, et ce n'est pas dans le Perek Bet, où il parle de la parole, qui nous a parlé de l'alimentation. C'est quand on parle de la parole, on parle de la parole. Quand on parle du manger, on te dit fais attention à ce que tu manges, parce que ça a une influence sur ce que tu vas dire. Ça, c'est le schéma. Ça m'a pris un peu de temps, c'est un peu technique, c'est le schéma. Peut-on dire aussi qu'on peut se nourrir de mots? Je réfléchis. On se nourrit de mots. Mots, je le dis parce que tout le monde n'a pas l'écran, mots, M-O-T-S. On se nourrit de la parole. On se nourrit de la parole. Est-ce que la parole, elle nourrit? Est-ce que la parole, elle nourrit? On peut s'amuser aussi à inverser votre question. Est-ce qu'on peut parler? Est-ce que manger, ça s'appelle parler? Bon, réflexion intéressante, à réfléchir. Alors, en vérité, ce que je lis dans le Rambam, ce lien, ce kécher, on va essayer de développer, ce kécher qu'il y a entre parler et manger, ce qui constitue certains plongés dans l'étude mangent moins en rapport à la nature. C'est juste, c'est vrai. Mais c'est pas seulement les gens qui étudient. Lorsqu'on a une activité, par exemple qu'on appelle ça un athlétiste, etc. Les gens qui font un sportif. Pardon, si on peut couper les micros, merci. Ça me grésille dans le téléphone. Mais le Rambam, il n'écrit pas ce que vous dites. Vous le dites un peu en froum. Le Rambam, il dit pas étudie la Torah Yom HaBalayla et tu mangeras moins. Le Rambam nous dit les mots peuvent soigner comme la bonne alimentation. C'est juste. C'est juste. Donc vous avez trouvé encore une activité commune à la bouche. Mais on ne se grille pas que par la bouche. Par exemple, les piqûres ou autres. Bon. Restons dans parler et manger. Ce que je lis ici dans le Rambam, qui constitue donc le chidouche de Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech vient nous dire, réfléchis sur le rapport qu'il y a entre manger et parler et que la nourriture influe notre parler. C'est ça le chidouche de Shlomo HaMelech. En vérité, nous allons voir, à travers quelques textes, nous allons voir que ce chidouche du Rambam, comment il lit Shlomo HaMelech, il est déjà écrit dans la Gemara. Et il est écrit également dans le Chumash. On va commencer par la Gemara, on va revenir au Chumash. Il y a un texte que tout le monde va ramener à propos de Pessah. Dans la Gemara, au traité Psachim, Daf Kuftet Vav Amud Bet. Tout à l'heure, au début du shiur, je parlais du Chametz. On a l'interdiction de consommer du Chametz pendant 8 jours. 7 jours Minatora, 8 en Chutz La'aretz. Ok, durant toute la fête de Pessah, on a l'interdiction de consommer. Alors là, c'est intéressant. D'ailleurs, dans les lois de la cacheroute, c'est-à-dire dans les lois liées à l'alimentation, il y a ce qu'on n'a pas le droit de manger, il y a ce que tu as le droit de manger ou pas, et il y a ce qui est une mitzvah d'être mangé. Nous sommes dans le livre de Vaïkra, nous avons lu la semaine dernière et la semaine d'avant, Vaïkra et Tzav, la mitzvah de consommer la viande des sacrifices. À Pessah, on a la mitzvah de consommer le Korban Pessah. Malheureusement, nous n'avons plus, nous l'espérons cette année, Be'ezrat Hashem au Beth Amikdash. Nous avons également le commandement, la mitzvah de manger de la matzah. Donc le chametz est un interdit et la matzah est un commandement, un ordre. Si j'ai envie de manger des tomates ou des carottes ou de la viande
ou tout autre aliment, du poisson, c'est facultatif, tu n'es pas obligé de manger du poisson. Tu as le droit. Il y a ce qui est interdit, il y a ce qui est ce qu'on appelle réchoute, et il y a ce qui est un commandement. À Pessah, la consommation est liée à un interdit et à un commandement. Ne mange pas du chametz, mange de la matzah. On est obligé le soir du seder de manger au moins 3 kazaït de matzah. Un pour motzi matzah, un pour le korer, le fameux sandwich de Hillel qui mangeait la matzah et le maror ensemble, et nous avons également l'afikoman qui est le 3e kazaït. Il faut manger 3 fois 30 grammes à peu près de matzah. C'est un commandement de la Torah, aussi bien les hommes que les femmes. Très bien. Dans la Torah, dans Devarim, Shmuel, dans la Gemara Psachim Kuftet Vav Amud Bet, fait remarquer que la matzah, elle porte plusieurs noms. Alors, notamment matzah, matzot, c'est un mot en soi à étudier. Nous, on traduit matzah, le pain azim, la galette. C'est pas du tout ça le sens du mot littéral, mais bon, ce soir, on n'est pas dans la matzah, dans ce mot-là. Mais Shmuel fait remarquer que dans Devarim, au chapitre Tetzaïn, un pain qui fait parler, j'y arrive, Chazak ou Baour, la matzah porte le nom de Lechem Roni. Alors, on a l'habitude de traduire le pain, Lechem Roni, pauvre. C'est une des traductions que la Gemara va proposer par la suite. Mais ce n'est pas la première. La première traduction de Lechem Roni, il nous dit Shmuel, Lechem Sheronim Alav Dvarim Arbe. C'est le pain, la matzah, elle s'appelle le pain de la parole. Le pain sur lequel nous allons longuement parler. Incroyable cette Gemara. Excusez-moi, je n'ai pas les yeux sur l'écran, mais je cherche qu'est-ce qu'ils disent les Rishonim. Il n'y a pas de Rashi. Il n'y a pas non plus de Rashbam. Incroyable. Ils nous laissent comme ça les Rishonim. Bon, c'est les mots de la Gemara. Incroyable. Alors, comment on va traduire Lechem? On dit Lechem, le pain sur lequel nous allons répondre ou nous allons discuter toute la Haggadah. La matzah, alors soit on peut le dire de plusieurs façons, c'est le pain qui va nous faire parler, c'est le pain sur lequel nous allons parler, allons-nous jusqu'à dire le pain psychanalytique. Mais on va y arriver, vous me l'avez presque volé, mais la brioute, Baruch Hashem. Je suis au stade où je vois dans le Rambam qu'il y a un rapport entre parler et manger. Ça, on a compris. Maintenant, je suis au stade de la question. Mais avant Non, la brioute, au contraire, c'est une mitzvah. Voler dans le limoud, c'est une mitzvah. Voler les idées, je veux qu'on y arrive tous ensemble. Mais je suis un peu au stade de la question, de trouver le rapport entre la nourriture et c'est-à-dire manger et parler. Alors, donc, premièrement, on a vu ce Yesod dans le Rambam, et c'est ça le chidouche de Shlomo Amelech. La nourriture a une influence sur notre faculté de parler. Manger influe le parler. Pourquoi? Je suis dans la question. Mais avant de venir à la réponse, je veux d'abord montrer que ce chidouche, il est déjà écrit dans la Gemara. C'est incroyable. Vous vous rendez compte, c'est pas d'un côté il y a la matzah, le soir du Seder, et de l'autre côté, il y a la Haggadah. Et ensuite, il y a les 4 coupes de vin. Et il y a le maror. Et il y a le charoset. D'ailleurs, le mot Seder, les Mefarshim, il faut remarquer, on appelle ça le Seder de Pessah.
l'ordre. Mais qui dit ordre, de Kadesh, ou Chatz, Karpas, Yachatz, Magid, Rantza, Motzibat, Sabor, Korer, Shulchan Aruch, Tzafon, Barech, Alel, Nirtza, qui dit Seder. Donc ce ne sont pas des activités que j'aime utiliser comme terme décousu. C'est pas on fait le kidouche, on se lave les mains, on trempe le karpas. Ces activités que nous allons faire à Pessah, elles ont un lien. C'est comme une chaîne. Et je peux pas passer au numéro 4 si j'ai pas fait le 1, le 2 et le 3 et ainsi de suite. Il y a une chronologie qui va nous faire évolutive, qui va nous faire évoluer jusqu'à Nirtza, jusqu'à la fin du Seder. D'ailleurs, des gens, ils partent à Birkat Hamazon, c'est dramatique, ils avortent le Seder. Le Seder, il finit pas à Birkat Hamazon, après il y a Hallel et Nirtza. Il y a la quatrième coupe, pardon, la troisième du Birkat Hamazon, après le Hallel, quatrième coupe et Nirtza. Le Seder, il finit à Nirtza, il finit pas à Birkat Hamazon. Tout ce Seder de Pessah, en tout cas, au moins la Haggadah, il ne faut pas voir. On a fait Motzi Matzah, on a mangé de la Matzah. Bon, maintenant, on va passer à la Haggadah. Non, la Haggadah, elle n'est pas décousue de la Matzah. La Haggadah, c'est le texte qui fait parler le pain. C'est le texte qui fait que nous avons un pain parlant. C'est incroyable. Hein, vous voyez, de toute façon, je dis rien, c'est les mots de la Gemara. C'est le pain sur lequel, c'est pour ça qu'au moment de la Haggadah, on doit découvrir la matzah. Parce que nous parlons du pain. Le pain nous fait parler. C'est incroyable. Le pain, moi, ça me rassasie. Si vous devez compléter une phrase, la nourriture n'est-elle pas un déclencheur de parole au fond? Il y a toujours des commentaires qui accompagnent. Le pain déclenche la parole. Il faut expliquer. La matzah déclenche la Haggadah. En tout cas, vous allez dans le sens que c'est la nourriture qui déclenche la parole. C'est elle qui a une influence, qui influe la parole. Mais encore. C'est très profond cette Gemara. Moi j'ai un problème chaque année avec cette Gemara parce que je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que ça veut dire que le pain il nous fait parler. Moi le pain il me fait manger, il me fait pas parler. Au contraire, si je parle, je peux plus manger. On peut pas manger et parler en même temps, à part que c'est dangereux. Mais s'alimenter et parler en même temps, c'est ça que je dis exactement. On peut pas manger et s'alimenter. Mais donc il y a manger et parler. On a mangé Motzi Matzah, maintenant nous allons faire la Haggadah. Non, on fait la Haggadah sur le pain. C'est incroyable comme Gemara. C'est une Gemara très très profonde. Ça, c'est la première Gemara. En vérité, je voudrais vous montrer, on va aller un peu dans le sens de la réponse. Hein, est-ce que c'est clair toute la démonstration? Oui, alors on avance. Donc nous avons le Rambam qui nous a expliqué le pasouk dans Shlomo Ameler, où nous voyons qu'il y a un lien entre parler et manger. Je vois même cette Gemara de Pessah sans trop l'expliquer, elle est très profonde, où je vois, en tout cas je constate, un lien entre la nourriture et la parole, mais là c'est l'aliment qui est parlant. C'est comme ça que je le traduis, c'est l'aliment parlant, ou mais c'est peut-être plus juste de dire que que nous parlons sur l'aliment. C'est la parole de l'aliment. Pas l'aliment, il parle. L'aliment, ça parle pas. Ok, on s'est pas shooté ce soir. C'est pas le pain qui parle. Nous parlons du pain. Donc le pain nous fait parler. D'où les remarques que vous écrivez. Alors c'est ça, dans quel sens il faut le dire? Il évoque. Voilà, quand on voit ce pain, il nous donne envie de parler. C'est incroyable, moi quand je vois une bonne baguette, j'ai pas envie de parler, j'ai envie de manger. Comment ce pain, il doit éveiller en nous une parole? C'est ça qui est incroyable. Alors avançons. Ah, ce Yesod, ce schéma, car il interpelle. Pourquoi il interpelle? Pourquoi il interpelle plus que... Vous voyez un millefeuille, ça interpelle plus ce fameux pain. Vous voyez un millefeuille, vous voyez, je sais pas moi, un poulet rôti ou un rôti tout court. Il y a plein de choses qui nous font parler. Par exemple, Shabbat, on n'a pas une mitzvah de parler de la chala.
J'espère que le son est revenu, parce que j'ai eu un appel, bon, j'ai coupé, bien évidemment. Je suis bien avec vous dans le limoud. On n'a pas que je sache, j'ai cherché dans ma tête et dans les livres, surtout dans les Sfarim, est-ce qu'on a un autre aliment dans la Torah sur lequel on doit parler, comme le hétrog, le loulav, le pain de Shabbat, les korbanot. Oui, à table, il faut dire des livrets de Torah. Ok, dans le sens, c'est important. Ah, les bikurim, chazak. Les bikurim. Ah, chazak. Ah, ça c'est intéressant, chazak. Les bikurim. Ouh là 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 là. Bon, il faudra réfléchir alors aux bikurim. Parce que ce que je vais développer, ça va pas du tout aller avec les bikurim. Chazak, on a les bikurim. Les bikurim, c'est donc les prémices, les premiers fruits. Le fruit de l'arbre de la connaissance. Oh là 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 là. Bon alors, très bien. Alors avançons, sinon vous allez tout me voler. Mais Baruch Hashem, je suis content, vous allez dans ce sens. Très bien. Ah, alors avant de vous écouter, vous allez dire vous le Yesod. Je veux d'abord vous montrer un pasouk dans la Torah, où ce Yesod là, ce schéma qui relie la parole et la nourriture, manger et parler, c'est un pasouk méfourage dans la Torah. Pourquoi c'est méfourage? Si vous voulez bien prendre un Bereshit, au chapitre 2, Perek Bet, on va revenir donc. Perek Bet, à partir du pasouk Dalet. Et les Toldot, donc on est dans Sheni de Bereshit. Voici les produits, on va dire comme ça, du ciel et de la terre, lorsque ils furent créés le jour où Dieu a fait le ciel et la terre. Donc la Torah, dans ce deuxième chapitre, elle reprend la création, l'œuvre divine. Et la Torah, Pasuk He, Pasuk Vav, elle nous parle de la production végétale de la terre. Vechol siach hasadeh terem yebaretz, vechol esev hasadeh terem yitzmach. Elle nous parle de la production des champs. Elle nous parle des herbes des champs. Elle nous parle également de la pluie, Loïm tirachem Elokim laaretz. Elle nous parle de l'homme qui n'a pas encore cultivé la terre. Et elle nous parle aussi d'une brume, on va dire comme ça, d'un nuage qui monte de la terre. En tout cas, Pasuk, au chapitre 2 de Bereshit, versets 5 et 6, la Torah, elle nous parle de la production de la terre. Donc la production agricole, végétale. Je saute volontairement le Pasuk Zaïd. Nous allons y revenir. Le verset 7. Maintenant, je prends le verset 8. Pardon. Excusez-moi, maman, elle t'appelle. Je crois. Excusez-moi. Verset 8. Et Dieu planta dans le Gan Eden, planta le Gan Eden, et il y plaça là-bas l'homme. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le Gan Eden? Hachem a fait pousser des arbres. Etz, Nechmad, les Marevetov, les Ma'achal. Des arbres beaux d'apparence et de consommation, Vetov, les Ma'achal. Dans ce Gan Eden, il y avait le Etz Achaim et le Etz Adaat. Après, elle va nous parler des 4 fleuves. Elle va revenir au Pasuk Tetzaïd sur l'arbre du jardin, etc. Quand on lit la Torah, quand on lit ces psukim, on voit, donc la Torah nous parle de la production agricole. Aussi bien sur terre que dans le Gan Eden. C'est des sujets à comprendre, bien évidemment. Et au milieu de la production agricole, il y a le verset 7. Vayitzer Hashem Elokim et Adam, afar mina Adama. Et Hashem créa l'homme depuis la poussière de la terre. Vayipach be'apav nishmat chaim. Et il insuffla en lui une âme de vie. Et l'homme devint, Vayehi ha'adam lenefesh chaya. Et l'homme devint un être vivant, qui se traduit, selon Onkelos,
et l'homme est devenu un être parlant. Alors, il y a beaucoup de choses dans Bereshit, mais est-ce que c'est clair ce que je constate, ce que je veux vous faire constater? Au milieu des versets où la Torah nous parle de la production agricole, au bon milieu, elle nous dit, Dieu il a créé l'homme et l'homme est devenu parlant. Qu'est-ce que ça vient faire ça ici au milieu? Le Passouk, ce verset 7, qui dit Dieu créa l'homme et l'homme est devenu un être parlant, ce verset-là, il n'a pas de place ici. On est en train de parler de la production de la terre, des végétaux, de l'herbe, des fruits, des arbres que Dieu a fait dans le Gan Eden, des arbres bons à la consommation, tov le ma'achal. Au bon milieu de cette description de la faculté productrice de la terre qui produit des végétaux, la Torah nous dit, l'homme parle. Est-ce que le constat est clair? C'est clair. C'est très clair. Baruch Hashem. J'espère que c'est clair pour tout le monde. C'est incroyable que dans ces versets 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc., qui nous parlent de la production de la terre, qui sont des fruits, qui sont des arbres, qui sont de l'herbe, donc le végétal, l'agricole, etc., au beau milieu, il y a un verset qui parachute et qui dit « l'homme parle ». Qu'est-ce que ça vient faire ça ici au milieu? Donc là aussi, je vois dans la Torah qu'il y a un rapport entre manger et parler. Entre la production qui se consomme, les ma'achal, comme c'est écrit dans le Passouk, et la parole. Donc nous avons vu. Nous allons avancer tout de suite. Nous allons maintenant dire le Yesod que je vous propose. Nous avons vu le Rambam qui fait un lien entre parler et manger. Nous avons vu dans la Matzah qui s'appelle le pain de la parole. Et nous avons vu qu'en vérité, c'est un passouk clair dans la Torah qui met la parole en lien, en rapport avec le ma'achal, avec ce qu'on mange. Quel est le sens de tout ça? En vérité, j'ai très envie de vous laisser là, parce que la question, elle est importante. Au vu du Rambam, à travers Michelet, au vu de la Gemara, dans Psachim, et en vérité, ce sont des psukim clairs dans la Torah. Mais je ne peux pas vous laisser comme ça. Alors, je vous propose une réflexion personnelle, à travers des textes que nous allons voir, et développer une idée. Mais si vous avez d'autres réponses, je suis tout oui. Si nous regardons bien les psukim de Shemini, de notre paracha, qui nous dit Zot achaya, voici les animaux que vous allez consommer. Il faut qu'ils aient les sabots fendus, il faut qu'ils ruminent. Voici les oiseaux, voici les poissons, voici les reptiles, etc. La Torah va employer un terme. J'ai commencé à compter, mais j'ai arrêté tellement de fois. J'ai pas le passouk sous les yeux. Mais il y a un verbe qui revient de façon assez surprenante. Vous savez quoi? Je vais chercher le Chumash. Je ne l'ai pas préparé, je vais le chercher. Excusez-moi, je suis là tout de suite. Si nous regardons bien cette paracha de Shemini, qui nous indique donc ce que nous pouvons manger ou non, il y a un verbe qui revient, mais de façon surprenante. Alors bien sûr, il y a le verbe manger, l'otochelu, l'oteachelu. Alors nous sommes dans Shemini, au chapitre 11. Zotachaya sher tochelu, kol mafreset par sa tochelu, achetze lo tochelu, vetarnevet, etc., etc. Et etze tochelu, bibesarab lo tochelu. Donc c'est normal que dans le sujet, dans le chapitre de ce que nous pouvons manger ou pas, il y a le verbe manger qui revient. Mais il y a un autre verbe et un autre adjectif, c'est vraiment surprenant, qui revient des dizaines de fois. Et si vous voulez, en simple, ce mot, c'est le mot tamé. Ce qui n'est pas cachère dans la Torah s'appelle tamé. Par exemple,
au chapitre 11 toujours, c'est écrit, voici, chapitre 11, verset 4, voici ce que vous ne mangerez pas, le chameau, la Torah elle dit, tabé ou lachem, il est tabé. Veta shafan, je crois que shafan c'est la, j'ai oublié une espèce de lièvre si je ne me trompe pas, vous ne le mangerez pas, tabé ou lachem, il est tabé. La harnevet, vous ne mangerez pas, téméa ilachem. Le chazir, on ne peut pas manger le cochon, tabé ou lachem, il est tabé. Tout ce qui n'est pas kasher dans la Torah s'appelle tabé. Je cherche, j'ai commencé à compter, je me suis arrêté au milieu, tellement de fois c'est écrit. Voilà, alors le verset 29, chapitre 11, verset 29, Veze lachem atamé bacheretz. Voici ce qui sera tamé dans les reptiles. Le choled, le harpar. Verset 31, Elea temeim lachem. Voici ceux qui sont tamés pour vous. Je sonne, mais c'est écrit tellement de fois. Alors un verset qui est très très puissant. Ils sont tous très puissants, bien sûr. Le 43. Al teshaketsu et nafshotechem bechol asheretz ashoretz. Ne souillez pas, n'abîmez pas, ne salissez pas votre âme par ces reptiles rampants. Velotitame ubaem. Donc vous avez vu, et j'écourte l'analyse, ce qui n'est pas cachère dans la Torah s'appelle tabé. Le cochon, le cheval, le chien, le chat, ça s'appelle tabé. Alors, c'est bizarre parce que d'ordinaire, dans la Torah, comme on va le voir dans la paracha de Tazria, de Metzora, etc., le terme tabé, ça veut dire impur. Ça ne veut pas dire impropre à la consommation. Alors, ça veut dire quoi que le cochon, il est impur? Ça veut dire quoi que le cheval, il est impur? Ça veut dire quoi que l'aigle, il est impur? Ça veut dire de quelle impureté parle-t-on? La Gemara, au traité Yoma, Daf, la Betet Amoud Aleph, elle dit, regardez bien. Elle nous invite à rapprocher nos yeux du texte. Et si nous voyons bien le verset 43, que je viens de lire, il est dit, ne vous souillez pas, velotitame ubaem, venit metem bam. Une fois, le mot tamé, venit metem, il est écrit sans le aleph. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu technique ce soir, excusez-moi, mais c'est tellement important. Si c'est pas clair, il faut me dire. Et la Gemara, elle dit, elle ramène l'enseignement de Rabbi Ishmael, Tana de Rabbi Ishmael. Avera metamtemet libo shel adam. שנאמר ולא תטמאו בהם ונטמאתם בם. אל תקרא ונטמאתם, אלא ונטמאתם. La Gemara nous dit Rabbi Ishmael, que dans les lois de la consommation, le mot tamé, qui d'ordinaire veut dire impur, à comprendre c'est quoi l'impureté, il veut dire timtum halev. Littéralement, ce que nous mangeons obstrue notre cœur. Ce que nous n'avons pas le droit de manger, c'est parce qu'il va abîmer. Il dit même pas le cœur. Je sais pas pourquoi je dis le cœur. Veni tamtem. Comment il dit? Ah oui, pardon. Mais tamtemet libo. Il y a un timtum halev. Ce qu'on n'a pas le droit de manger, ce qui nous est interdit de manger, s'appelle tabé. Parce que il va obstruer notre cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a plusieurs façons de le traduire, mais une façon géniale, déjà celle de Rashi. Et en lisant Rashi, j'ai compris le rapport qu'il y a entre parler et manger. Vous me suivez, Rabotai? Il reste quelques minutes pour développer. Je continue. Il dit Rashi quelque chose d'incroyable. Ça veut dire quoi que manger pas cachère? Absolument, Baruch Hashem. Ça veut dire quoi que manger pas cachère, ça obstrue le cœur? Ça veut dire quoi? Ça bouche le cœur. Timtoum, ça ferme le cœur. Ça veut dire quoi?
Il dit Rashi quelque chose d'incroyable dans Masechet Yoma, la Beth Tamoud Aleph. Otemet vesotemet mikol chochma. Il nous dit Rashi, ici le lem, c'est la chochma. C'est-à-dire, ce que tu manges a une influence sur ta chochma, sur ton mental, ton psychologique. C'est pour ça que j'aimais tout à l'heure quand vous avez dit c'est le pain psychanalytique. C'est le psychisme. La nourriture, c'est écrit dans Rashi, pour les reptiles, c'est tamé parce qu'ils mâchent sur leur entraille, dit Rav Rosenberg, Xetal, à la Shalom. Merci beaucoup de nous ramener les enseignements du Rav à la Shalom. Mais cette idée, elle ne répond pas ce qui ne marche pas sur leur ventre. Et puis pourquoi marcher sur le ventre, c'est impur. Bon, très intéressant. Avoir le chiour, très bien. Il nous dit Rashi, quelque chose d'incroyable. Les aliments qu'on n'a pas le droit de manger ont une influence sur notre séchel. C'est incroyable. Je vais vous dire jusqu'où j'ai été. Pas si ça va vous intéresser, mais en tout cas, c'est les mots de Rashi. Otemet vesotemet mikol chorma. Quand tu manges du cochon, tu deviens idiot. C'est ça qu'il dit Rashi. Quand tu manges un lézard, tu deviens bête. Ta chorma, elle se bouche, elle se ferme. Incroyable ce qu'il dit Rashi. Quand tu manges, alors pourquoi tel animal, pas tel autre animal? Question, je ne sais pas. C'est pas le sujet. Mais en tout cas, Akadosh Baruch Hu, il nous dit ici, dans notre paracha, quand on est replié sur ses entrailles, on n'a plus de séchel. Oui, mais ça, vous le dites sur les reptiles. Mais ça ne va pas expliquer le cochon. Le cochon, il n'est pas sur ses entrailles. Le cochon, il bat sur 4 pattes. Le cochon, tout ce que la Torah, le chameau. Ses entrailles sont loin du sol. J'ai l'idée, elle est intéressante, mais elle répond que les reptiles. Elle n'explique pas tous les autres. Et les oiseaux pas cachers, eux, ils sont très loin du sol. Pourquoi on ne pourrait pas manger de l'aigle? Ou de la cigogne? Etc. Alors, je ne rentre pas dans le pourquoi de chaque animal, c'est très profond, dans les Midrashim, dans le Zohar, dans la Gemara, dans tous les Mefarshim. Mais au moins l'approche générale. On ne peut pas manger certains aliments parce que ce sont des aliments qui ont une influence sur notre séchel. Vous me suivez, Rabotai? C'est ça qui dit Rashi. Et en vérité, ce que dit Rashi, j'ai vu Rav Asher Weiss dans Minchat Asher, sur un shiur qu'il a sur la paracha de Shemini, dans son Sefer Minchat Asher, il ramène le Maharshal, ramène Shlomo Luria, dans Yam Shen Shlomo, il dit Ma'achalot asurot mazik asechel. Comme Rashi. Les aliments qu'on n'a pas le droit de manger abîment le cerveau. Et je vais vous faire un cadeau exceptionnel que j'ai trouvé en lisant un shiur de Rav Shimon Spitzer, qui ramène, je vais prendre le livre, il est là, qui ramène au nom du Degel Machane Ephraim. Pourriez-vous être plus explicite sur la chorma? S'agit-il de discernement, d'intellect? Tout ça, ça rentre dans la chorma. Tout ce que vous avez écrit, l'intellect, le discernement, la sagesse, tout ce que vous avez dit, la chorma, ici, dans son sens le plus général. Ça, je fais exprès de rapporter le Yam Shen Shlomo. Le Maharshal, il parle clairement du sechel. La nourriture, pas cachère, abîme le sechel. Rashi, il parle de la chorma, la faculté du sechel. Le Maharshal, il parle du keli, de l'outil. Est-ce que j'abîme la production du sechel? Ça, c'est Rashi. Et le Maharshal, il dit j'abîme l'outil du sechel, le mental. Mais regardez, encore quelques petites minutes, Rabotai. Donc Rav Spitzer, il ramène au nom du Degel Machane Ephraim. Degel Machane Ephraim, c'est le petit-fils du Baal Shem Tov. Et il ramène un texte du Rambam qu'on peut retrouver ailleurs, mais comme je l'ai lu ce matin, si je le retrouve avec vous, il ramène un pasouk dans Parashat Ekev, et sur ce pasouk, il va ramener un long texte du Rambam, juste que je le retrouve, et bien sûr, je vais le retrouver Be'ezrat Hashem Itbarach. C'est bien ce Sefer. Oui, il y a Degel Machane Ephraim. Je n'ai pas préparé le livre, Ve'ata Yisrael. Voilà. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Oh.
Donc le Degel Machane Ephraim, on va dire son nom, j'ai même pas son nom, Rabbi Moshe Chaim Ephraim de Sadilkav. Rabbi Moshe Chaim, si ça se prononce comme ça, Rabbi Moshe Chaim Ephraim de Sadilkav, il est le petit-fils du Baal Shem Tov. Il a écrit un livre très intéressant qui s'appelle Degel Machane Ephraim. Et dans Parashat Aikev, il ramène que son grand-père, donc le Baal Shem Tov, il lui a fait part d'une lettre qui a été envoyée au Rambam, à Maïmonide, au Rambam. Chez Shamati miadoni avi zekeni zichono livracha lechayo lamaba, al medina achat sheshalu bemirtav leharambam zichono livracha, al triyat hametim lomar lahem min haTorah. ומה שדרשו חז"ל מגמרא מן הפסוקים. אמרו שיש לדרשם באופן אחר, ולא רצה להשיבם ובעצמו דבר. Le Baal Shem Tov a dit à son petit-fils, le Rav de Sadilkav, il a dit il y a une communauté, quelque part dans le monde, qui ont écrit une lettre au Rambam. Et ils ont dit au Rambam, nous, on n'adhère pas, on ne croit pas à la notion de la résurrection des morts. Triyat Hametim. Baruch ata Hashem, mechaye hametim. On n'y croit pas. Et ils disent au Rambam, bien que la Gemara dans Sanhedrin, elle explique longuement et elle ramène des versets desquels elle va déduire le concept de Triyat Hametim, ils disent, nous, on lit les textes, les psukim différemment que les chachamim. Donc, puisque les psukim que les chachamim rapportent peuvent être expliqués autrement, il n'y a plus de preuves à Triyat Hametim. Donc on n'y croit pas. C'est ça qu'ils écrivent au Rambam. Vous vous rendez compte? Il continue. Et le Rambam n'a pas voulu leur répondre. Il a refusé de répondre à cette lettre. Mais qu'est-ce qu'il va faire le Rambam? Il va demander à son élève Ach Amar le Talmido, Rabbi Shmuel Ibn Tibon, Shehu Yeshivem. Le Rambam, il dit à son élève Rabbi Shmuel Ibn Tibon, moi, je ne veux pas leur répondre. Si tu veux, voilà leur courrier, et toi, tu vas leur répondre. Alors, j'ai pas le temps de vous lire toute la réponse, mais quelques phrases, que d'ailleurs lui-même, il dit Vezetochen dvarav bekitsur nimratz, que le Degel Machane Ephraim lui-même, il va ramener de façon très succincte. Il dit comme ça. Alpi, donc c'est à peu près il y a 8 siècles. Alpi chochmat hateva, selon la science naturelle, tout ce que nous consommons et buvons, kol mine ma'achal ou mashken na'aseh dam. Tout ce qu'on mange et on boit, ça va dans le sang. Ou mi'adam yored el hakaved. Et le sang, il passe par le foie. Ou mi'akaved, ole abrirut el alev. Et lorsque le foie se porte bien, alors ça permet au cœur d'être sain, d'être clair. Brirut alev. Ou mi'alev et du cœur. Donc on mange, ça descend dans l'organisme, ça devient du sang, ça va dans le foie, du foie ça remonte au cœur, et du cœur, et le cœur il va extraire le meilleur, yored amoufrar ve'adak el amoach. Et la partie la plus excellente, j'ai pas les termes scientifiques, elle va remonter jusqu'au cerveau. Et dans le moach, dans le cerveau, il y a là-bas bien sûr le sechel, le mental, l'intellect. Par conséquent, donc il va le dire, je lis directement en français, celui qui veut après je peux lui envoyer le texte ou si vous avez le sefer. Et il dit donc ce qu'on mange en simple, donc il y a tout un cycle qui se passe dans le corps humain, dans la machine, etc. Et ça va avoir une influence sur le sechel, sur le moach et le sechel. Et il va leur dire, par rapport à la question, je continue, il parle beaucoup de ça, et il va leur dire, si
vous avez un problème de Emouna dans Triat Ametim. Pardon, si on peut couper les micros, juste pour les dernières minutes. Et il va leur dire donc, si vous avez un doute, allô, allô, on peut couper les micros, vous m'entendez? Allô, allô, il y a quelqu'un? Ça marche, ok. Merci, Todarama. Donc, il va développer longuement, merci, que la nourriture, je ne rentre pas maintenant dans tout le mécanisme, mais il va le faire, il explique, c'est donc il y a 800 ans à peu près, que ce qu'on mange a une influence sur notre moach, notre cerveau, et le cerveau, il produit le sechel. Et donc il leur dit, puisque vous ne croyez pas, vous avez un problème de Emouna, c'est que votre sechel, il est abîmé. Comment on passe du sechel à la Emouna? La Emouna, elle est dans le sechel. Elle n'est pas que dans le sechel. Mais la kfira, c'est-à-dire renier Hachem ou Triat Ametim, ou les autres fondements de la Emouna, de la foi, c'est parce que le sechel, il est akoum, le sechel, il est tordu. Il y a plusieurs madrégotes dans la Emouna, plusieurs niveaux. Donc il leur dit, si vous ne croyez pas à Triat Ametim, c'est parce que vous mangez des aliments qui ont abîmé votre sechel. C'est ça qu'il a dit Rashi. La nourriture a une influence sur la chorma. Rashi est dans la production du sechel. Peut-être que le sechel, il est entier, il n'est pas abîmé, mais c'est la production du sechel, c'est-à-dire la chorma qui est abîmée. C'est intéressant. On peut avoir une bonne tête et mal penser. Le Yam Shel Shlomo et le Negel Machan Ephraim, au nom du Baal Shem Tov, au nom du Rambam et de son élève Rabbi Shmuel Ben Tivon, je vois que c'est le sechel qui est abîmé. C'est donc la machine du sechel qui est abîmée. Et je me suis amusé à faire quelque chose de grave. Je fais une petite parenthèse. Il faut expliquer, il faut revenir à la parole, mais je pense que vous avez compris. J'ai cherché, j'ai pas eu le temps, je voulais même imprimer des textes, etc. Je peux pas le faire avec vous sur le téléphone, parce que le téléphone, il est occupé, il peut pas faire deux choses en même temps, il est un peu comme son propriétaire. Et j'ai cherché sur Internet, et j'ai découvert des choses extraordinaires. Alors, il y a une différence, bien sûr, avec la Torah, mais au moins, c'est reconnu par la science que notre alimentation a une influence sur le cerveau. J'ai trouvé ça extraordinaire. Je ne sais pas depuis quand les scientifiques ils le reconnaissent. Dans la Torah, c'est depuis Bereshit, c'est ça que nous avons vu, depuis Maaseh Bereshit. Et il y a une liste, alors j'ai rigolé parce que c'est très intéressant, il y a une liste d'aliments conseillés pour développer les neurones ou je ne sais plus, je dis bon, voilà, c'est pas mon domaine dans la vie, mais c'est passionnant, j'ai trouvé ça génial, qu'il y a des aliments qui abîment notre sechel, notre cerveau, c'est comme ça, notre alimentation a une influence sur le cerveau, et il y a des aliments donc, qui développent le cerveau, qui le conservent, et il y a des aliments qui abîment le sechel, qui abîment le cerveau. C'est reconnu par la science. J'ai trouvé ça génial. C'est très grave ce que j'ai fait. Avez-vous fait votre recherche? Non, du tout. Du tout. C'est pas ma, comment dirais-je, ma référence. Ma référence, c'est Google. J'ai tapé tout simplement manger, parler, ou je sais plus qu'est-ce que j'ai écrit, ou la nourriture qui a une influence sur le sechel. J'ai trouvé ça sensationnel. Je voulais savoir qu'est-ce qu'ils disent les goïms sur ça. Est-ce qu'ils vont dans ce sens ou pas? En tout cas, aujourd'hui, j'ai lu plusieurs sites, bon, j'ai lu beaucoup de choses, c'est très très intéressant, il y a même des listes d'aliments. Ne mange, il y a des aliments, c'est pas bon pour le sang, il y en a, c'est pas bon pour l'estomac, il y en a, c'est pas bon pour le cœur, il y en a, c'est pas bon pour le cerveau. C'est-à-dire qu'ils vont avoir leur faculté, comment on dit aujourd'hui, nutritive ou autre, mais ces aliments-là, ils ont une influence sur les neurones du cerveau. J'ai trouvé ça génial. Et il y a des listes d'aliments que quand on en mange, il n'y a pas que la cigarette ou la drogue qui tue le sechel, il y a aussi... Alors, bien sûr, ils ne vont pas parler du cochon, ils ne vont pas parler du chameau, ils ne vont pas parler du jambon. Un appel, a day, text the doctor away. Je parle pas bien l'anglais. C'est une différence aliments cachers, non cachers. Si on mange des aliments mitzvah, exactement. C'est donc les trois aliments, ce qui est interdit. J'ai pas compris l'anglais, excusez-moi, Madame Tsipora, si vous voulez traduire en hébreu ou en français. Il y a, et donc si l'aliment il est une mitzvah, alors il a toutes ses facultés, etc. Mais c'est clair qu'à partir du moment où c'est une mitzvah, donc c'est plus quelque chose de physique, on a une autre dimension. Moral Vera Botaï. Maintenant j'ai compris le rapport.
qu'il y a. Mais je ferme la parenthèse, c'est vraiment très... Alors, celui que je me rappelle qu'il est bon pour le cerveau, c'est le chocolat et l'avocat. J'ai pas écrit sur mon papier, parce qu'on va pas finir avec un chiffre de nutrition. Donc, c'est vraiment le pain psychanalytique ou le pain psy, tout simplement. Ça veut dire qu'on doit, et d'ailleurs c'est très intéressant, une pomme chaque jour nous éloigne du docteur, mais c'est une image. Ah, très bien. En tout cas, si vous le saviez très bien, pour moi c'était un chidouche. Je passe pas mon temps à lire la science, tout simplement par manque de temps et aussi de comprendre les mots. Bon, enfin bref, mais je voulais voir qu'est-ce qui se dit. Et pour conclure, ah maintenant je comprends très bien le rapport qu'il y a entre manger et parler. Parce que le point commun qu'il y a entre manger et parler, c'est le sechel. C'est ça qui me manquait. Quand tu manges certains aliments, ton sechel, il est bousillé. Alors si ton sechel, il est bousillé, ta parole, elle va être aussi bousillée. Parce que la parole, c'est l'expression du sechel. C'est ainsi qu'elle devrait être. La thérapie doit aussi par l'alimentation, exactement. Merci beaucoup de le dire comme ça. Donc on est en plein dans la thérapie, on est dans le pain psy, on est dans l'alimentation thérapeutique, voilà, on va dire comme ça, la nourriture thérapeutique, ce que tu dis vient de ton sechel. Et ton sechel, il est complètement influencé de ce que tu manges. Alors, encore une fois, ce rachis, tous ces mefarchim qu'on a rapportés, j'espère que c'était pas trop technique, j'espère que vous avez le schéma au moins de l'idée principale. Ce qui est très intéressant, c'est en vérité, tout ce qu'on fait dans la vie, il y a ce texte fabuleux aussi de Rabbi Shmuel Ibn Taboul. Il faut reprendre chaque texte, les étudier de façon plus approfondie. Mais tout ce qu'on fait dans la vie, ça passe par le sérel. Et ce qui est très intéressant, mais là, j'ai vraiment pas le temps de le développer, c'est très long. Il y a des très beaux shiurim de Rav Moshe Shapira, la Shalom, de beaucoup de Mefarshim qui travaillent ce texte. Mais il y a une idée fondamentale à Pessah. Mais donc, une personne qui voudrait gagner en intelligence verrait plus sur sa cache-route, exactement. Tout à fait. Ça c'est écrit dans Rashi. C'est incroyable. Non, sérieux, monsieur Meyer, les Chaim Torim Shalom à tout le monde. C'est pas incroyable, c'est Rashi. C'est Rashi dans ma Sechet Yoma. Rashi, il y a 1000 ans. Il y a 1000 ans, Rashi l'a découvert dans la Torah que si t'es Chacham ou Tipesh, il faut peut-être pas faire des exercices de Chorma ou prendre des vitamines pour le Sechel, mais fais attention à ce que tu manges. La nourriture, elle influe notre cerveau. Mange plus de chocolat, non, c'est pas bon pour l'estomac. Mange plus d'avocat ou je sais pas quoi, ou mange cachère. Manger cachère, ça a une influence sur notre sechel. Alors il y a une autre dimension qui s'appelle la neshama, qui est vraie aussi. C'est écrit dans les Sfarim, le Sfat Emet, il en parle. Beaucoup en parlent. Le Zohar, bien sûr. Mais au moins, dans les mots un peu que je comprends, un petit peu, parce qu'il faut encore expliquer, mais ça s'explique, comment on dit, chimiquement, ça s'explique scientifiquement, il y a des aliments. Alors après, pourquoi le cochon, pourquoi le chameau, je sais pas, Anilo Yoda, le dosage est aussi important, c'est ça qu'il a dit le Rambam, comment on mange et combien on mange, en tout cas la nourriture, elle a un rapport, elle a une influence directe sur notre chorma et sechel. Rashi parle de la chorma, vous comprenez la nuance entre Rashi et le Maharshal et le Ibn Taboul, c'est que d'après Rashi, ce qu'on mange a une influence sur la production du sechel, c'est-à-dire la chorma. D'après le Maharshal et Rabbi Shmuel Ibn Taboul, ça a une influence sur le sechel, ça abîme l'outil. Est-ce que c'est l'outil qui est abîmé ou c'est la production? Est-ce que c'est le sechel ou la chorma? En tout cas, le point commun, c'est que ce qu'on mange a une influence sur notre sechel, sur nos facultés intellectuelles, mentales, psychiques, etc. Tout ce qui se passe dans la tête, tout ce que vous avez écrit tout à l'heure, le discernement, même la mémoire, la mémoire. Vous savez, la Gemara dit dans Orayot qu'il y a des aliments qui sont pas bons pour la mémoire. Cette Gemara qui me revient maintenant. Etc. L'huile d'olive, c'est bon pour la mémoire, c'est écrit dans la Gemara. L'huile d'olive, c'est bon pour les poumons, pour plein de choses, mais c'est bon aussi pour le sechel, pour la mémoire. C'est incroyable. Il y a un rapport, parce que tout, ça veut dire que, alors, ce qui est très intéressant, on va finir avec ça, parce que ça fait presque 3 heures qu'on étudie ensemble, mais ce qui est très intéressant, c'est que là, il y a un rapport entre le corps, le physique, la matière et le nefesh. Adam les nefesh chaya, les nefesh chaya. Alors je disais que Pessah, c'est très intéressant que la matzah elle porte ce nom de l'echem sheonim alav dvarim arbeh. C'est le pain qui nous fait parler, parce que Pessah c'est galut adat, ce qui est sorti d'Égypte, c'est notre date. Je le relisais encore aujourd'hui dans un autre sefer que Rav Shapira. J'ai oublié que peut-être j'ai oublié le Gaon ou j'ai oublié. Bref, voilà, j'ai pas bu assez d'huile d'olive. C'est que
C'est-à-dire, tu peux répéter quelque chose 1000 fois, tu vas l'oublier. Tu prends une cuillère d'huile d'olive, tu vas plus jamais l'oublier. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que Mitzrayim, oui, c'est l'exil du mental, du da'at, comme c'est écrit plusieurs fois dans Shemot, les man, tedrou, la parole et la nourriture sont au carrefour du gouffre et du nefesh. Merci beaucoup de le dire ainsi. Voilà, vous avez super bien synthétisé et conclu. Donc, nous allons conclure sur cette belle phrase qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne la chorma de comprendre, de faire attention à ce qu'on parle, à ce qu'on dit, à ce qu'on mange. Et c'est là, donc c'est-à-dire le sechel, c'est lui qui est mechaber, j'allais le dire en ces termes, mais c'est bien comment vous avez écrit. C'est le sechel qui fait la connexion entre la matière, la nourriture, et le nefesh, la parole, vayidam le nefesh raya. Mitzraïm, c'est l'exil du date. Mitzraïm, c'était sous-alimenté. Mitzraïm, c'était sous-pensé. Sous-pensé. Les man tedrou. On n'est pas sorti d'Égypte pour manger de la matzah, on est sorti d'Égypte pour penser à l'endroit. Et penser à l'endroit, c'est manger correctement. Voilà, Moraï Verabotaï, merci pour vos remarques, pour vos idées, merci pour vos questions, merci d'être là. Voilà, c'est l'idée que je voulais partager avec vous ce soir à travers ces différents grands et puissants maîtres de la Torah. Voilà, merci beaucoup à vous, merci aux organisateurs, organisatrices, Tonara, merci beaucoup Rabbi Nathan et ton épouse. Voilà, à travers ce Rambam qui nous a expliqué un passou dans Shlomo Ameler qui est extraordinaire, avec cette Gemara dans Psachim, cette Gemara dans Yoma, et enfin ce Rashi dans Maseret Yoma qui est incroyable. Il faut encore réfléchir, ce n'est que le début, c'est embryonnaire, il faut encore réfléchir. On sent qu'il y a ici quelque chose d'extrêmement profond. Akadosh Baruch Hu veut qu'on relie notre alimentation à notre sechel, afin que la production de notre sechel soit correcte, c'est-à-dire, et notamment, la faculté de la parole. Il faut le digérer dans son estomac et le digérer dans son cerveau. Je vous dis un grand merci. Yeshiva Zoom, c'est John Line. Merci d'avoir été parmi nous. Merci pour tout le monde. Des cascades de brachot pour nous, pour tout Israël. Akadosh Baruch Hu, renforçons-nous dans la Kdusha. Parce que le Rambam, il écrit aussi que Ma'achalot Asurot, c'est la Kdusha. Renforçons-nous. Et Bezrat Hashem, qu'on puisse penser correctement, que notre Sechel, que notre Da'at, ils sortent de l'exil pour que nous puissions, Bezrat Hashem, voir un Gilou Shrina, comme nous allons dire dans la Haggadah de Pessah, un dévoilement de la magnificence d'Akadosh Baruch Hu dans le monde pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Yeshiva Zoom, c'est online, dans le sourire. Les Chaim Tovim Ul Shalom Besot, que Dieu vous bénisse.